l'impression d'avoir découvert Marseille en autocar quand j'avais peut-être 6 ans. J'étais venu avec mes parents et j'arrivais d'environ 100 km. J'avais l'impression de venir dans un pays étranger et j'avais demandé à mes parents où est-ce qu'on passait la frontière. J'avais 6 ans, donc ça fait 46 ans. Et j'ai eu ce sentiment un peu comme les personnes dans Montesquieu, à Paris, d'arriver à Marseille dans une posture d'étranger. Et je me rappelle, je marchais dans la rue, j'écoutais les gens pour savoir s'ils parlaient français. Je croyais que c'était un autre pays. Et vous imaginez, à 46 ans, finalement, cette sensation que j'ai eue est restée. Se le prendre dans le ventre, le porc, chaque fois. Il n'y a rien à faire, tu peux rentrer 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Chaque fois, tu as un genou, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ah, c'est beau, c'est arrivé, là, comme ça. Avec les 3 tours de la Bourdette. Moi, je les aime bien, ces tours. Personne ne les aime, mais moi, je les aime, ces tours. Où tu as vu une ville, toi, où tu mets 3 tours en plein centre historique du 19e et ça marche. Regarde. Rudy Ricciotti, architecte, vient de remporter le concours pour la réalisation à Marseille du Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. L'étrangeté de cette ville, c'est que Marseille n'est pas orientée au sud. Et oui, pour une ville du bord de mer, il faut savoir, Marseille n'est pas au sud. Marseille est une ville qui est orientée au soleil couchant. On ne rentre pas dans la baie de Marseille comme on rentre dans la mer, un peu plus loin du côté de Cassis, Bandol, ou sur la Côte d'Azur. C'est pas la même mer, il faut quand même comprendre. Vous voulez que je vous dise comment je vois Marseille? D'abord, Marseille, vous voyez, j'ai pris un document vertical. On attend, parce qu'un architecte prend un plan, un document à l'horizontale. Non, Marseille, c'est un document vertical. Déjà, comme un tableau, on est dans l'ordre de la rencontre du pouvoir. C'est terrible. La territorialité de Marseille, c'est comme une peinture. Ça parle d'une frontalité verticale, c'est-à-dire de la rencontre avec un pouvoir. La ville s'impose, mais c'est pas la ville, c'est ce territoire qui s'impose. Ça commence mal. C'est d'entrée indigeste. Le plan de la ville, je réfléchis un petit peu, mais bon, je le vois comme ça, voilà. Voilà. Et puis, voilà. Le vieux port, et la mer. Voilà, le soleil, hein, la Marguerite, à l'ouest. Et puis le vent, qui nous en fout plein la pêche comme ça. Je veux dire, Marseille n'est pas vraiment une condition urbaine, Marseille est davantage une condition littorale. C'est quand même la ville de France qui a le plus grand littoral maritime, il faut quand même le rappeler. Ce qui permet de générer plusieurs cultures. Marseille est maritime, Marseille est portuaire, Marseille est balnéaire. À la pointe nord du littoral marseillais, le quartier populaire de l'Estac. On arrive à l'Estac. J'étais au lycée à Marseille, je vais souvent. C'est toujours un quartier auquel tout le monde peut s'identifier. Pas trop bougé, pas trop de mutations urbaines importantes. Toujours sa microéconomie. C'est un quartier qui vit assez bien, en relation aussi à l'activité maritime, la pêche. Pour comprendre Marseille, il faut quand même bien évaluer sa topographie. Et depuis ici, on évalue cette topographie qui est quand même une ville qui est pour une partie adossée à un cirque collinaire. Les regards qu'on a depuis tout point de Marseille sont arbitrés par le bleu. La vraie limite, c'est la terre. On peut comprendre que dans l'imaginaire marseillais, quelque part, on se sente finalement parfois si peu attaché à la République. Cette ville a une méfiance presque quasi paranoïaque par rapport à l'État, jacobin, centraliste, etc. Et lorsqu'on regarde le territoire, on peut comprendre. On peut comprendre.
Chez la liberté, elle est là, elle est au bleu, elle n'est pas à la terre. C'est pas vrai, la mer n'est pas une limite. Alors même que c'est une ville qui n'est pas une ville de marins, mais c'est une ville qui a un rapport industrieux à la mer. Une réhabilitation des friches industrielles, c'est-à-dire qu'on va tout détruire là. C'est quand même spectaculaire, on dirait un bastion militaire du 19e, hein, à l'époque napoléonienne, c'est très très beau, c'est puissant. Alors qu'est-ce qui va rester? Parce que c'est ça aussi, tout de même l'esthétique de Marseille, sa puissance. Moi je suis effrayé à l'idée qu'on puisse détruire un patrimoine comme ça. Tout ce travail des gens qui ont bossé, là, cette architecture du travail quand même, si peu reconnue finalement, si peu reconnue. Surtout dans la minéralité, c'est un vrai dogme chez les Français, parce qu'on aime bien l'architecture industrielle métallique, parce que c'est les grands magasins à Paris, hein, vous savez, les magasins, les chapeaux, les fringues, le négoce. Mais l'architecture du travail finalement, ça n'intéresse personne. Regarde, avec la superposition, c'est-à-dire il y a un train qui passe au milieu du dispositif, c'est quand même incroyable. C'est fabuleux, non? Donc ici on a bon, les stacks, avec des pêcheurs, des tonniers qui se baladent. Là, bon. Et puis après il y a la trame comme un complot, c'est le complot portuaire, c'est-à-dire c'est fabuleux, complexe, ici avec des pagnes, il y a un ordre imaginaire, je dessine n'importe quoi, mais il y a un ordre imaginaire. Du port autonome parce qu'en fait, c'est un territoire fermé. C'est un peu un territoire interdit, c'est la ville interdite. Mais c'est aussi fondateur de toute l'économie de la ville. L'architecture du port, c'est l'architecture de l'efficacité. Qu'est-ce qui se passe dans le port finalement? On y travaille et la réponse formelle, c'est un déficit d'esthétisation. Le port n'est pas construit autour de l'idée de sacralisation de la beauté. Et pourtant, quelle beauté spectaculaire! Ce sont les navires qui organisent les bâtiments, et pas l'inverse. On est quand même dans un territoire qui est soumis à l'autorité du navire. C'est le navire qui a raison, c'est le navire qui parle en dernier. On a l'impression de mastodontes qui rentrent dans la ville. Des sucres énormes, des gigantesques sucres. Et l'altitude de la digue, qui est absolument démesurée par rapport aux tempêtes. Cette digue est une digue inquiète. Je pense que cette ville a toujours eu un rapport inquiet à la mer. Très curieux. Et je pense que le rapport inquiet à la mer, c'est parce que la ville a toujours pressenti, sous la monarchie, que la mer ne devait lui amener que des emmerdements, que des difficultés. C'est-à-dire que c'est par la mer que les galères du roi venaient s'installer là où est le cours d'Estiendorf.
Alors, on peut imaginer ce qu'aurait été le Nord à l'époque des galères. Cet espace rempli d'eau, exactement à l'emplacement des façades telles qu'elles sont, et avec des galères qui rentrent, c'est-à-dire des navires de guerre en bois qui manœuvrent. On entend le bruit des rames, boum, boum, rame contrariée, le bateau se retourne, puis entre lentement, perpendiculairement dans la façade, dans la frontale des cours. Et ici, il y avait de l'eau. Et après, c'est devenu le canal des douanes. Il ne reste plus que la maison du capitaine, ou tout au moins la façade. Mais la forme urbaine est là aussi, elle est signifiante. Et moi, je rêve le moment où il y avait les galères, les types qui rentraient je sais pas, de guerre, du cuir, de l'acier, du bois, de la poudre, et des anchois, et de l'eau de vie, et du gros sel, et du petit salé. Voilà, c'était la nourriture et des galettes. Donc, il y a le vieux port. Bon, c'est là que l'histoire de la ville commence, il y a 2600 ans. Et je crois beaucoup plus, il faut multiplier par 10 si on compte la grotte Cosquet, découverte pas loin, dans les Calanques. Et donc autour du port, évidemment, le fort Saint-Jean, là, ici. Et puis les immeubles de Pouillon, voilà, les Fernand Pouillon. Et puis le quartier populaire du Panier qui se balade là, avec la vieille Charité, avec la coupole, l'œuvre majeure de Pierre Puget. Pierre Puget, mon héros. Il faut le faire de courir une ellipse. Pas simple. Imaginez la charpente. Imaginez le travail des Zinguerie. Un énorme melon. Une pastèque. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles choses qui a été construite à Marseille et en France. En tout cas, c'est pour moi une source d'inspiration depuis très longtemps. Depuis que je suis étudiant, je crois. Je suis très fasciné par ce lieu. On voit bien que ce lieu, qui est quand même un lieu emblématique du pouvoir aussi, même si c'était un hospice qui recevait les pauvres et les malheureux, c'est quand même un lieu emblématique du pouvoir, géré par l'Église. Il n'a pas généré une autorité spatiale démente comme on peut le trouver dans d'autres villes baroques latino-américaines, par exemple. La vieille Charité a cette élégance d'être venue finalement assez secrètement dans le dispositif de ce quartier. Bon, je crois que c'est un des rares quartiers où on peut dire qu'il y a un effacement de l'esthétique de la violence. Voilà. D'ailleurs, il n'y a plus de bruit. C'est le seul quartier où il n'y a pas de bruit. Moi, je trouve que Marseille, c'est un paysage, autour du port, par exemple, c'est un paysage de tours de pierre. Mais la ville n'est pas faite de pierre, il y a du béton. Parce qu'on voit tous ces immeubles qui ont été construits dans les années 50, enfin au lendemain de la guerre, avec très très beaux immeubles de la période moderne, assez rationalistes. On a l'impression d'un paysage de pierre, un paysage de poussière. Ça. Ça aussi, c'est une cité interdite, le Fort Saint-Jean. Il n'est pas accessible au public. Très peu. Lorsqu'on est sur le toit du Fort Saint-Jean, qu'est-ce qui se passe là? D'ailleurs, il y a une végétation qui pousse, spontanée, des coquelicots, des agaves. Personne ne marche sur le toit du Fort Saint-Jean. C'est un jardin en hauteur.
Donc ici, tu es sur le toit du Fort Saint-Jean. Voilà. C'est un lieu inquiétant. Pour moi, c'est un lieu qui est plus que tout autre témoin de violence. C'est ici qu'a eu lieu le massacre des Jacobins. Et cette inquiétude a nourri mon travail d'architecte lorsque j'ai eu à dessiner le MUCEM, le Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je pense que ce sera unique. Et puis, quelle chance d'être en bord de mer, quelle responsabilité d'être ici face à la Méditerranée. Vous imaginez? Quel autre musée en France aura cette chance? Imaginons donc un cube qui est une mantille de béton, très fine, très fragile, une voilette, et puis derrière des rampes en corde suspendues, à des gréements comme on circule dans les gréements d'un voilier, et qui permettent de faire le tour d'un cube intérieur qui lui est en verre. Et le musée ne cherche pas à rivaliser avec le fort. Il est dans un rapport extrêmement sensible avec la masse du fort. Le fort est opaque, le fort est dans la pesanteur, dans la masse. Dans ce paysage de pierre et de poussière, finalement, ce projet n'avait pas d'autre choix que d'être dans une dématérialisation architecturale. Le Marseille du 19e est un Marseille qui fonctionne très bien, hein, il a une belle qualité urbaine, mais c'est pas le Marseille qui me paraît le plus poétique. Évidemment, s'il faut parler d'un lieu magique, il y a quand même un lieu que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on remonte la Canebière d'un axe, on débouche en haut sur ce qui était avant un parc botanique, qui est Longchamp, qui est complètement invraisemblable. C'est un acte, j'ai l'impression que c'est un acte mentalement baroque, positionné sur un fait raisonné, c'est-à-dire la gestion de l'eau qui arrive à Marseille. Quand j'étais au lycée à Marseille, j'y allais, il y avait des lions en cage, c'était assez hallucinant. On ne savait pas si c'est un parc géologique, si c'est une fontaine. Et puis en fait, c'est une usine. Ça envoie de l'eau à Marseille. C'est un château d'eau, c'est hallucinant cette histoire. Ça, c'est peut-être une ville qui raconte sa certitude dans son développement. On dit, ouais, on va bien faire. C'est pas mal, ça, c'est pas mal, parce que là aussi, on a encore l'illustration de la question de l'interdit. C'est-à-dire, Marseille dit le contraire de ce qu'elle est. Et Longchamp parle aussi de ça. Cette manière de transformer la réalité de la difficulté qu'a l'eau à venir à Marseille et d'en faire un espèce de bijou. Devenant un acte de composition très académique, au terme d'une perspective, je crois que c'est complètement royal, hein, un truc comme ça. Il ne faut pas être inquiet de cette idée que Marseille n'est pas la ville des architectures. Marseille, c'est la ville d'une rencontre d'un territoire avec lui-même. Les paysages de cette ville sont les paysages de son échelle territoriale ample. On n'a jamais à dire, c'est la scénographie générale de la ville qui en fait toute la magie. Tout le génie architectural de la ville, c'est que lorsque la ville rencontre ses difficultés topographiques et lorsqu'elle échappe un peu aux logiques planificatrices du 19e. Un exemple, le quartier des Catalans. Là, il y a un quartier qui est dans l'ordre de la violence de l'accumulation urbaine. Parce qu'on voit toutes les strates, l'accumulation des systèmes de la vie, des immeubles, j'ai envie de dire l'accumulation des forces en présence, ça barde, c'est violent. On a l'impression, je ne sais pas pourquoi, chaque fois je me retourne et je regarde tout le quartier autour du cercle des nageurs, les immeubles de premier plan, de second plan, etc. Avec toutes ces fenêtres qui sont là comme des yeux qui regardent la ville les uns derrière les autres. Des immeubles des années 20, 30, 40, 50. Très curieux. Il y a une certaine véhémence dans la forme urbaine de la ville qui est assez fascinante et qui en fait, là, plus particulièrement qu'ailleurs, une vraie ville de tempérament. J'aime beaucoup ce paysage urbain de Marseille, là. Il y a une certaine violence esthétique dans la stratification de la ville qui est très très belle. Très très belle. D'ailleurs, on ne pourrait pas imaginer que c'est un quartier qui puisse appeler le désir d'habiter là. Ah, mais les gens veulent venir habiter là, parce que là, on sent
une vraie identité territoriale. Et puis il y a cette chose extraordinaire qui est la corniche. Vous savez, la corniche, c'est un ouvrage majeur qui a été fait par Gaston Defferre. J'allais dire presque le maire fondateur de la modernité de Marseille. C'est une plaque de béton, très mince. Et c'est une corniche en béton qui est le plus grand banc du monde sur lequel on peut s'asseoir, qui est très intelligemment positionné à une altitude légèrement plus basse que la voie littorale. C'est un ouvrage d'art que je trouve magnifique, de perfection. Tout ça, je trouve ça. Je suis toujours très ému lorsque je vais en mer, que je regarde le littoral. Cette corniche, c'est un trait particulièrement élégant qui vient, comme une plume, là, souligner une partie de la ville. Et qui vient, finalement, ordrer le paysage avec, au-dessus de cette ligne de flottaison, toute l'accumulation, la dispute urbaine, avec cette blancheur un peu sale de la ville qui n'a pas vraiment de couleur. Et puis, de ce coup, sous ce trait-là, cette ligne de flottaison, le plateau bleu, très radical, qui vient à mettre en scène ce paysage formidable. Voilà. C'est pour ça que, pour comprendre Marseille, il faut aller en mer. Là, on voit la corniche. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. J'ai rarement rencontré dans des villes portuaires des ouvrages de cette qualité-là. Là, encore une fois, dans un béton exceptionnel qui fait penser de la pierre. C'est une ligne de référence, c'est presque une ligne d'horizon depuis la ville aussi en même temps. C'est quelque chose de très étrange. C'est ça, la ligne des Pures, elle est là. Et elle fait un partage, un arbitrage du territoire maritime et du territoire de la ville. Petit à petit, la ville s'émiette, elle est là, et puis petit à petit, il reste quelques fragments, et puis on se perd, et puis après on arrête, la voiture s'arrête, et puis on peut descendre en bas, on arrive là, un petit restaurant. D'ailleurs là, on rencontre une autre échelle documentaire de la ville, c'est-à-dire le petit port, la crique. Mais d'un seul coup, tout change. Lorsque la ville devient orientée au sud, hein, on n'a plus la même couleur d'eau, on n'a pas les mêmes vagues, on n'a pas le même vent. On change de territoire. Là, Marseille retrouve ce regard obsessionnel sur la mer. Lorsqu'on a compris toute l'histoire littorale de la ville, ben, je veux dire, on a compris l'essentiel de Marseille. Voilà. Parce que je me mets comme ça, si je me mets dans la mer, je regarde là, ben je comprends. Voilà. Je comprends tout ce qui se passe. Voilà. Là, c'est la fin. Là, c'est la rencontre de la Grande Méditerranée. Là, ici, ben, c'est une baie qui n'est pas tellement protégée, elle est en plein Mistral. Des quartiers populaires, des quartiers industriels, une centralité du 19e, un territoire puissant, une roche, une colline. Et puis une désertification, la rencontre avec le vrai Sud. Parce qu'enfin, Marseille, ici, découvre là, qu'elle est une ville du Sud. Voilà. C'est à la fin de son histoire, c'est à la fin du roman que Marseille découvre qu'elle est une ville du Sud. Je crois que tout le monde veut venir habiter à Marseille aujourd'hui. Et la ville a des difficultés naturelles, presque, j'allais dire, biologiques, à accepter sa croissance. Parce qu'elle est dans un système territorial qui la tient de toutes parts. Hein. Ouais, je pense que l'inquiétude, c'est comment Marseille va, dans les 20 ans, gérer sa croissance urbaine. Je ne vois pas de solution. D'un point de vue strictement urbaniste, je ne vois pas de solution. Je ne sais pas.